Coup de fil de Soro à Ouattara. Grosse colère de Tambima. Ouattara tient la fiole. Guillaume Soro en danger de mort. Jamais un simple appel téléphonique n'a suscité autant d'agitation, intervenant plus d'un mois après la libération des prisonniers de Génération et Peuple Solidaire, le mouvement de Guillaume Soro. Ce coup de fil résonne comme un coup de tonnerre dans le paysage politique ivoirien, le plus contrarié, et, sans conteste, le frère cadet du tyran des lagunes, Tené Birahima Ouattara, tient la fiole. Et pour cause, pour lui, le retour de l'ancien Premier ministre ivoirien Côte d'Ivoire signifierait la fin de ses propres ambitions. Alors, il a tenu une réunion avec son cercle proche pour exprimer sa colère. Il n'a pas dissimulé sa déception et son aversion envers Guillaume Soro. Son analyse est claire. Le retour du président de GPS à Abidjan ne pourrait que renforcer une alliance avec le président Laurent Gbagbo. Il leur serait alors difficile de revendiquer une victoire face à une telle coalition. Il imagine déjà le scénario Ousmane Sonko au Sénégal. Après mûre réflexion, la fiole a conclu qu'il ne lui restait qu'une seule option. Si Guillaume Soro devait rentrer, l'assassiner. L'assassinat est pour lui la seule manière de préserver son ambition présidentielle. C'est une situation très sérieuse. C'est pourquoi Chris Apine met en garde les partisans de Guillaume Soro. Dites à votre leader que la mort l'attend à Abidjan. En tout cas, Chris Yapi a fait son devoir. À bon entendeur, salut. C'est toujours. Je ne suis pas Dino Saoza, c'est pas Dinoza. Question pour un champion. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, le ministre de la Justice peut nous assurer que ce dossier, là, judiciaire, va jusqu'au bout? Je ne suis pas un juge, mais je peux vous assurer, en tout cas, que la chancellerie ou l'exécutif ne fera rien pour empêcher ou bloquer ce dossier. Pour moi, c'est un dossier, comme tous les autres dossiers qui opposent des Sénégalais. L'une qui estime qu'elle a fait l'objet d'un viol, l'autre qui le nie. Le juge est saisi, le juge a inculpé, parce qu'il était obligé d'inculper, parce qu'il a quand même un PV qui fait effectivement qu'on peut nier le viol. On peut discuter, mais la relation est claire. Il a les éléments qui ont permis au juge d'inculper. Mais normalement, s'agissant d'une personne majeure, la victime étant majeure, si elle dit quelque chose, l'autre a le droit de contester. Donc, vouloir mettre le mandat de dépôt aurait été inconvenant, parce que tout simplement, dans des cas comme ça, le juge a besoin d'enquêter, de procéder à des expertises, d'interroger les gens, et dans ce cas, il n'y a donc rien qui justifie qu'on mette la personne sous mandat de dépôt. Le juge a pris la bonne décision en inculpant et en mettant sous contrôle judiciaire, le temps que l'enquête se poursuive effectivement. Mais est-ce que le mandat de dépôt n'est pas systématique quand il s'agit d'accusations de viol pour une mineure? D'accord. Parce que pour une mineure, il n'y a pas de consentement possible. D'accord. Mais quand c'est une personne majeure, vous savez, la personne peut dire « On a vu là, c'est pas vrai ». Oui, c'est sa parole contre la parole de la victime, donc il appartient à la justice, au juge, de procéder aux enquêtes de façon scientifique, ou bien de façon par témoignage et tout cela. Et maintenant, il arrivera un moment où il estime que la victime a raison, qu'il y a des éléments qui le prouvent, et en ce moment, il prend une ordonnance, il renvoie la personne en jugement, et dans ce cas, effectivement, il y a de fortes chances que la personne se trouve en prison. Ou bien, il estime qu'en fait l'accusation n'a pas été prouvée, et qu'il n'y a rien effectivement qui puisse justifier ça, et prend une ordonnance de non-lieu, c'est possible. En tout cas, nous, en tant que chancellerie, comme on dit dans le jargon, nous veillerons à ce qu'il y ait une bonne administration de la justice. Nous veillerons à ce que les choses soient faites dans les règles. Dire, c'est le nom de la jeune femme qui a faussement prétendu que le leader Ousmane Sonko l'avait sexuellement agressée. Selon vous, pourquoi a-t-elle apparemment fui le Sénégal pour l'Occident? Est-ce la défaite du clan Maki allait acter? Le Niger a annoncé que des soldats nigériens ont été tués par une bombe dans la zone d'Ina près du Mali. L'armée nigérienne a ajouté jeudi qu'elle avait ensuite neutralisé au moins une dizaine de terroristes dans des frappes aériennes des deux côtés de la frontière. Les 6 militaires sont morts en début de semaine, lorsque leur véhicule de patrouille de retour d'Ina a sauté sur une mine artisanale près du village de Tangara, dans le sud-ouest, précise le ministère nigérien de la Défense dans son dernier bulletin. D'autres soldats ont été blessés et évacués par hélicoptère à Niamey, précise-t-il. Une surveillance aérienne a permis de retrouver les 3 terroristes impliqués dans cet acte lâche, ajoute le ministère. Ils ont été suivis jusqu'à un lieu où ils rejoignaient une vingtaine d'autres. Une frappe aérienne a alors été menée, neutralisant et tuant plusieurs d'entre eux et détruisant de l'équipement logistique, a-t-il ajouté. Dans la foulée, une autre frappe aérienne a visé un groupe de terroristes dans la zone malienne de Alouaou, permettant de neutraliser au moins 8 combattants et de détruire du matériel, poursuit le bulletin du ministère. Ina est située dans la région de Tillabéri, devenue un repère des djihadistes sahéliens, dont ceux de l'État islamique au Grand Sahara et d'Al-Qaïda. En décembre 2020, à Ina, 71 militaires nigériens avaient été massacrés dans une attaque de leur camp revendiquée par l'air.
Depuis fin juillet 2023, le Niger est dirigé par des militaires qui ont pris le pouvoir par la force, avec pour objectif affiché d'enrayer la violence djihadiste, mais les attaques se poursuivent. Fin mars, une embuscade djihadiste contre l'armée nigérienne a coûté la vie à 23 soldats près de Bani Bangou, dans une région proche du Burkina Faso et du Mali, infestée par les groupes djihadistes qui multiplient les attaques. Le Niger est également confronté, dans sa partie sud-est, près du Nigeria, aux groupes djihadistes armés de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWA. Après plus de 60 ans d'indépendance formelle, le Niger amorce une ère de conquête de sa souveraineté véritable, une entreprise qui passe d'abord, et avant tout par la souveraineté de ses choix stratégiques, de ses partenaires et de ses modes de fonctionnement, en tant qu'État. C'est à quoi s'attelle le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de transition, une option qui suscite une certaine admiration de la part des autres peuples africains. Cependant, il faut souligner que 60 années de gestion n'ont pas permis de placer le pays sur les rails de l'émergence. En effet, les principaux secteurs de l'économie censés soutenir le développement du pays sont encore dans une situation très peu enviable, malgré les ressources et le potentiel dont regorge le Niger. Qu'il s'agisse de l'accès à l'énergie, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, ou de l'éducation, les indicateurs sont au rouge. Les politiques publiques, jusqu'à leur mise en œuvre, se sont surtout inscrites dans une logique de communication et de propagande politicienne, plutôt que dans une réelle résolution des énormes défis qui s'imposaient et qui ne faisaient que prendre de l'ampleur proportionnellement à la forte démographie du pays. Ainsi, les différents régimes démocratiques qui se sont succédés ont fait le choix du tout prioritaire, une posture de gouvernance qui prétendait prendre en charge tous les aspects de la vie. En fin de compte, tout et rien ne sont prioritaires, les ressources et les énergies sont dispersées sans qu'une solution durable ne soit apportée à un seul secteur. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans le processus actuel de refondation de l'État, évite de céder à la tentation du tout prioritaire. Il doit focaliser son énergie sur 2 à 3 secteurs, dont la prise en charge correcte peut réellement impacter la vie du plus grand nombre de Nigériens. À l'évidence, des faits et des événements ayant marqué le contexte actuel du pays, les secteurs de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de l'énergie peuvent servir de secteur pilote après, bien sûr, la sécurité, pour poser les fondations d'un réel changement. Ils doivent bénéficier d'investissements conséquents, sans pour autant être considérés comme non prioritaires. Le reste peut attendre. Avis du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, c'est le général de brigade Abdurrahman Tiani. Il a accordé une audience le lundi 8 avril 2024 à une délégation de la CNPC, conduite par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Ce Jean-Fan.